territorial le 24 décembre. Comme à l'accoutumée, ils ont fait le conseil d'administration de l'EPAM, ils se sont partagés les jetons de présence, 500 000 par ici, des bons de carburant par là, des bons pour aller acheter des boissons à Ranco par ici, ils se sont partagés de l'argent de l'EPAM. Le 24 au ministère de l'administration territoriale, ils ont fait une réunion d'à peine 1 heure de temps là-bas, et puis rapidement, ils ont coché les cases, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et ils ont arrêté les états financiers, ils ont fait une réunion du conseil d'administration, ils se sont partagés de l'argent. Pendant ce temps, les femmes sont sous le soleil dans les marchés, les femmes qu'ils harcèlent pour prendre les tickets sont sous le soleil dans les marchés. Voilà comment l'administration au Togo fonctionne. Donc, vous avez un ministre, par exemple, parce qu'il est membre du conseil d'administration d'une structure de l'État, il a son salaire, chaque 3 mois, il a au moins 1 million ou 1 500 000 ou bien 500 000 francs de jetons de présence à une réunion qui dure à peine 30 minutes. Il a des bons de carburant, peut-être 200, 300, 400 litres. Après, il a 300 000 francs pour aller acheter des boissons à Champion ou bien à Ranco. Et c'est comme ça que la République est gérée. Et pendant ce temps, on vient, on balance les miettes aux populations qui les suivent et les gens applaudissent. Donc, je ne sais pas si le novici qu'on vous a distribué a changé quelque chose dans votre vie, mais je tenais quand même, pour commencer cette émission, à en faire cas. Ensuite, on va aller un peu au Ghana. On va voir comment le Ghana, de façon intelligente, vous savez, en Afrique, chaque pays élabore son partenariat avec les puissances ou les partenaires, que ce soit la Chine, le Japon et tout ça. Et j'ai eu à le dire que j'ai vu des réalisations du Japon en Côte d'Ivoire. J'étais émerveillé, même au Ghana. Les grands échangeurs au Ghana, certains échangeurs en Côte d'Ivoire sont financés par le Japon. Les autoroutes au Ghana, c'est la coopération avec le Japon. Mais au Togo, je ne sais pas si à part en dehors du port de pêche et puis le pont, il y a un pont qui est, c'est pas dans la zone de Mango quelque part là. Ce que le Japon nous donne, c'est juste des sacs de riz et que les dirigeants se partagent. Actuellement, ils ont certainement reconditionné ce riz-là qu'ils vont donner aux militaires. Les soldats en fin d'année, c'est cette semaine. Je me rappelle quand on était en détention. Les soldats, l'avant-dernière semaine, au niveau de la brigade de la Sûreté nationale, ils sont venus déverser des sacs de riz de 5 kilos, c'était pour les soldats. Et puis on leur donne 5 000, c'est ce que Fort leur donne comme... comment appelle-t-on, fin d'année, les cadeaux de fin d'année. Maintenant, les gens qui sont à la garde, pont du Koumongo, voilà, les gens qui sont à la garde présidentielle, comme eux, c'est eux qui gardent le président, eux, ils prennent 40 000, les hommes de rang prennent 40 000, plus 2 sacs de riz de 5 kilos, un bidon d'huile, c'est ce que Fort leur distribue, vous voyez, à la fin de chaque année. Donc là, actuellement, ils ont certainement transvasé ce riz qu'ils ont reçu du Japon dans d'autres petits sacs qu'ils vont distribuer aux militaires, accompagnés de 5 000, d'un bidon de 5 litres d'huile. Et voilà comment ils achètent les consciences des gens. Et alors que dans les autres pays, les coopérations, les gens font de la coopération beaucoup plus intelligente. On va revenir au port tout à l'heure. Je demande à la technique de préparer le cadeau que le port a réservé aux dockers ces jours-ci. Donc, on va au Ghana, on revient sur le cadeau que le port a fait aux dockers et on va voir ce que la coopération chino-ghanéenne donne dans le domaine de l'éducation. Le Ghana est en train d'introduire petit à petit une certaine intelligence artificielle et une technologie avancée dans son éducation avec aujourd'hui des centres d'expérimentation. Et voilà, nous sommes au Ghana, c'est le ministre des Affaires étrangères du Ghana qui a publié cette photo-là, dans sa région, où avec l'appui de la Chine, ils sont en train maintenant de remplacer les tableaux, la modernisation des salles de classe avec des tableaux intelligents. Ça, c'est le ministre des Affaires étrangères, je pense, c'est lui, avec des tableaux intelligents. Et ça, c'est le fruit du partenariat avec la Chine. Vous voyez comment ils sont en train de prendre de l'avance. Ils sont en train de moderniser les salles de classe, les bâtiments scolaires. Donc, ça suppose qu'ils aient de l'électricité en permanence, ils aient de la connexion dans les salles de classe. Et maintenant, ils ont les tableaux intelligents pour projeter les enfants dans le monde du futur, pour que les enfants aient les instruments pour pouvoir demain rivaliser avec les pays développés. Donc, ça a commencé au Ghana. Des salles modernes, vraiment des salles modernes équipées de la dernière technologie. Ça, c'est une coopération avec la Chine. Et pendant ce temps, quand vous en parlez, les Togolais vont dire « Ouais, qu'il faut en train de construire une université à Dacha ». 20 ans après, on construit une université qui a la taille d'un lycée technique en Côte d'Ivoire ou au Ghana. Et on se réjouit, on dit que ça, c'est une université. Oui, je pense que c'est le ministre des Affaires étrangères, il s'appelle Ablakwa, voilà, c'est lui. Donc, c'est dans sa circonscription qu'ils ont commencé, c'est lui-même qui a publié les photos du ministre des Affaires étrangères ghanéen. Donc, voilà
les nouveaux tableaux, hein, les nouvelles salles de classe qui commencent par faire leur expérimentation au Ghana avec l'appui de la Chine. Et ça, c'est les établissements scolaires publics, hein, c'est pas privé. C'est des établissements scolaires publics où on introduit désormais cette technologie très avancée avec des tableaux intelligents. Donc, cela suppose que les enfants auront des tablettes aussi, hein, en cours primaire pour pouvoir se familiariser non seulement à l'ordinateur, voilà les tablettes, mais aussi aux nouvelles technologies. Et donc, les enfants qui seront formés dans ces écoles-là, vous imaginez dans 20 ans ce qu'ils vont devenir pour le Ghana. Pendant ce temps, nous avons encore des écoles du temps des colons, des écoles archaïques, hein, où les salles de classe sont comme des dépotoirs, les bancs sont totalement délabrés, il n'y a pas d'électricité dans les salles de classe, il n'y a pas de commodité, il n'y a pas de modernité. Les salles de classe chez nous, pour la plupart des collèges, lycées et cours primaires, sont comme des porcheries, vous voyez. Et donc, nous sommes dans deux mondes différents. Voilà nos voisins d'à côté. Voilà comment ils sont en train de moderniser leur salle de classe. Donc, il y aura un enfant par banc. Un enfant par banc. C'est à titre expérimental, hein. Après, ils vont mettre ça à la taille du pays. Et c'est ce que la coopération chinoise apporte au Ghana. Au Togo, quand ils vont aller voir vers les Chinois, ils vont aller chercher la technologie qui leur permet de contrôler les citoyens, d'écouter les opposants, les acteurs de la société civile, les Ferdinand Haïté, les activistes de M66, les opposants, les syndicalistes. C'est ce qu'ils vont aller négocier. Quand ils vont aller vers les Israéliens, c'est pour aller acheter le Pegasus. Quand ils iront, je ne sais pas vers quoi, c'est pour acheter ci ou ça. C'est ce qu'eux, ils vont aller chercher. Tout ce qui peut renforcer la sécurité du fort est prioritaire. Depuis 3 ans qu'ils ont fermé le lycée de 2 février, qu'ils vont le reconstruire, un pays qui a une priorité construit ses établissements scolaires en premier. Le lycée du 2 février, je ne sais pas s'ils ont commencé le chantier, mais ça fait 3 ans qu'ils ont fermé ce lycée de 2 février et ils ont reparti les élèves dans les lycées environnants. Conséquence, dans certaines classes, salles de classe des lycées, vous avez 3 élèves par banc dans les lycées. Et il y a ceux qui viennent au cours le matin et ceux qui viennent au cours l'après-midi. Et depuis, le lycée de février n'a jamais été reconstruit. Je ne sais pas s'ils ont même détruit le bâtiment qui existait depuis, mais voilà comment nous faisons une évolution à reculons au Togo. On va voir avec le port autonome de Lomé ce que l'amiral Adénion a donné comme cadeau aux dockers. Je vous ai dit que nous avons 3000 dockers au port autonome de Lomé. Il y a plusieurs catégories de dockers. Mais là, à la fin de l'année, comme on fait les étrennes un peu partout, vous allez voir ce qu'ils ont donné aux dockers, hein, ceux qui déchargent les centaines et centaines de bateaux qui arrivent et qui font que le Togo fait des recettes qui sont appréciées par tout le monde. Le port qui fait des milliards, qui n'est même pas capable de récompenser à la hauteur humaine ceux qui se battent, hein, à la force de leurs bras pour décharger les bateaux et faire en sorte que le port puisse tourner. Voilà ce qu'ils ont donné aux dockers. Et nous connaissons dockers, port autonome de Lomé. C'est le cadeau de fin d'année aux dockers. C'est ce qu'ils ont donné aux dockers. Et je ne sais pas ce que c'est. Bon, il y a une boîte d'huile de 1 litre. Et il y a un vin, je ne sais pas si c'est vin champagne ou bien c'est muscador. Il y a 3 boîtes que je n'arrive pas à distinguer. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont donné aux dockers. Et nous, on a dockers pour la fête de fin d'année. Bon, de toute façon, Amélie Latonombe, bon, docker que nous faisons pour Haïti, nous faisons tété. Je ne sais pas si c'est du vin ou c'est du muscador, c'est du champagne, mais je ne sais pas. Mais il y a des gens qui sont minimalistes qui viendront vous dire, ah, au moins il y a une bouteille de vin dedans et le docker va se satisfaire de ça. Donc, c'est ce qu'ils ont donné au docker. Je n'arrive pas à identifier les 3 boîtes là, c'est des tomates, je ne sais pas trop. Mais, pilcha, ok. Pilcha, rien, je ne sais pas. Bon, il y a des tomates à l'eau pilcha. Timantia, ok. En tout cas, c'est ce qu'ils ont donné au docker. Vous voyez les gens qui travaillent pendant 1 an, qui déchargent les bateaux à la force de leurs bras, qui sont fatigués, épuisés, qui sont payés au lance-pierre, qui ne sont pas déclarés à la caisse de sécurité sociale, qui n'ont pas ils n'ont aucune sécurité. Ils travaillent, c'est-à-dire c'est des gens qui sont dans la précarité. Hein? On les paye selon les heures, hein, de travaux qu'ils ont réalisés. Et c'est des gens qui transportent du matériel, des bagages très lourds, donc qui ont toutes les maladies. À la fin de l'année, c'est ces gens-là qui permettent au port de faire des milliards. À la fin de l'année, voilà ce qu'on leur donne. Un t-shirt, un calendrier, je pense bien, t-shirt, calendrier, une bouteille de, je ne sais pas si c'est du vin ou je ne sais pas quoi, et puis 3 boîtes de tomates, et puis voilà. Donc, voilà ce qu'ils leur donnent. Et bon courage à vous, chers amis dockers. J'espère que vous allez vous en sortir. Donc, voilà, voilà ce que le port a offert comme cadeau aux dockers. Donc, voilà. Bon courage à vous, nos chers frères dockers. Vin mousseux, ok, c'est du vin mousseux. Et il y a quelqu'un qui fait un t-shirt, 4 boîtes de tomates de 100 francs,
un bidon d'huile plus 1 litre de vin mousseux. Merci beaucoup, monsieur Akwe-Kopé. Merci. Merci. Lui, il a bien vu. Donc, un t-shirt, 4 boîtes de tomates de 100 francs, un bidon d'huile et puis 1 litre de vin mousseux. Voilà. Bon courage et bonne fête à tous les amis dockers. Bon courage à vous. Alors, pour la zone des phosphates, il y a beaucoup qui ont demandé, il faut qu'ils aient accès à la carte que j'ai projetée la dernière fois. En fait, il revient au gouvernement pour la transparence de ce qu'ils sont en train de faire, non seulement de publier une carte qui est plus ou moins floue, mais de lister tous les villages qui vont être impactés par l'expropriation due à l'exploitation prochaine des phosphates. C'est au gouvernement de faire ça, de sortir un communiqué et de lister tous les villages. Tous les villages qui seront impactés parce que les gens sont paniqués. Les gens sont totalement paniqués. Vous savez que c'est des zones où des Togolais qui ne peuvent pas vivre dans la capitale projettent habiter, parce que c'est des zones qui ne sont pas loin de Lomé. Puisque Lomé est saturé, vous avez de l'autre côté le lac, vous avez la vallée du Zior. Donc, les gens qui n'ont pas pu trouver de la place à Lomé, ils sont à partir de Djagbé en allant à Veta et tout ça. D'autres sont aujourd'hui de plus en plus proches de Vaughan, tout comme d'autres sont proches d'Abobo dans le Zior. Et donc, c'est au gouvernement de sortir parce que les gens seront impactés, pas seulement les propriétaires terriens, les premiers propriétaires terriens, mais dans cette zone-là, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà acheté des terres là-bas, soit pour des projets agricoles, soit pour leurs propres projets d'habitation qui vont être impactés. Donc, un gouvernement sérieux, au lieu de publier une carte floue sur laquelle les gens ont des difficultés à identifier clairement la zone délimitée, le gouvernement ferait mieux de sortir la liste de tous les villages qui sont impactés par ce projet d'expropriation pour permettre aux gens d'avoir une lisibilité de ce qui est en train de se faire et de savoir s'ils sont dans la zone ou pas. Parce qu'actuellement, les gens appellent de partout pour savoir s'ils sont impactés par cette histoire-là. Parce que le Togolais, vous savez, le Togolais, les maigres économies qu'il fait, il achète un terrain quelque part pour sa retraite ou bien il achète des terres agricoles pour une ferme aussi pour sa retraite. Si du jour au lendemain, avec tous ces efforts qu'il a eu à faire, on en vient à lui arracher ça, il faut au moins l'informer pour qu'il puisse prendre toutes les mesures. Donc, il faut que le gouvernement prenne les dispositions pour informer les gens sur tout ce qui se passe avec ça. Alors, service de nationalité. Apparemment, il y a de gros soucis là-bas. Il y a de plus en plus de gens qui se plaignent sur... voilà. Je vous donne quelques chiffres. OK, on verra ça après. Service de nationalité, je vais vous lire les messages que j'ai reçus. Apparemment, il y a de gros soucis au niveau du service des nationalités. Voilà. Donc, il y a plein de compatriotes qui se plaignent. Il semble que le système ne fonctionne plus bien. Vous déposez votre demande de nationalité, vous payez, vous n'avez pas de reçu, vous avez toutes les difficultés à obtenir la nationalité. Donc, je vous lis quelques témoignages. Je pense que ça a été écrit par notre frère Bonero aussi sur sa page. J'ai fait la demande depuis le mois... Non. Vraiment, c'est un parcours de combattant. Un dépôt fait en janvier 2025. Il a fallu près de 6 mois pour que le dossier physique soit accepté. Et attendez-vous bien, c'était une affaire de connaissance qui a sauvé l'intéressé. J'ai effectué 2 paiements qui ne sont pas jusqu'ici remboursés. C'est la République. Deuxième témoignage, j'ai fait la demande de nationalité depuis le mois d'octobre. Je n'ai pas eu le reçu. J'ai écrit au service en ligne qui m'a rassuré qu'on me remboursera. Donc, de faire un autre sur fonds propres, ce que j'ai fait. Toujours le même problème, pas de reçu. Ce qui veut dire que j'ai payé déjà 10 000 francs pour la demande de certificat de nationalité sans résultat. Ce qui fait mal, c'est qu'on ne sait pas vers qui se tourner, puisque le service en ligne ne fait que nous tourner en bourrique. Un autre témoignage. J'ai fait le dépôt depuis le 6 janvier 2025. Jusqu'à aujourd'hui, rien comme suite. Un autre. Moi, le simple changement de l'ancien format pour obtenir le nouveau format que j'ai lancé depuis septembre 2024, nous sommes en décembre 2025. Nouveau format n'est toujours pas délivré jusqu'à présent. C'est vraiment triste, un autre témoignage. J'ai fait la demande de certificat de nationalité. Cela fait 8 mois, pas de suite. On ne te donne pas une suite. Je réclame, on me dit d'attendre, qu'on me fera signe. Au moins, s'il y a un problème, qu'on me le dise. Je pense que les premiers responsables doivent prendre des mesures pour régler le problème afin que le certificat de nationalité puisse se faire dans les meilleurs délais. Un autre témoignage. Tout ce pays est à refaire avec rigueur, sans émotion. Moi, je suis déjà à 6 et 7 mois sans suite. J'ai effectué des va-et-vient, Notien à Takpamé, fatigué, aucune réponse nette. Juste, il me rassure à chaque moment d'y patienter et que ça va sortir. Ce n'est pas logique ce que nous font subir nos soi-disant dirigeants, mais toute chose a une fin.
Mon cas, actuellement, depuis le 14 avril jusqu'à présent, aucune réponse. Donc, vous avez plein de nos compatriotes qui se plaignent. Il semble qu'il y a une grosse, il s'est installé là-bas au service de nationalité, une corruption rampante, le système est totalement en faillite. La dame qui assure, c'est une magistrate, visiblement, elle n'arrive plus vraiment à contrôler. On ne sait pas si la plateforme est sabotée ou c'est une plateforme qui ne fonctionne pas bien, mais toujours est-il qu'il y a plusieurs dossiers qui s'entassent là-bas et les compatriotes se plaignent de la non-célérité, de la non-diligence de ce service de nationalité qui, on nous a vanté ça, qu'avec la digitalisation, peut délivrer les nationalités en 72 heures. Donc aujourd'hui, les gens font 1 an, 6 mois, 7 mois, 8 mois, sans pouvoir obtenir leur certificat de nationalité, ce qui devait être quelque chose de normal dans un pays et vite fait. Alors, il faut aller graisser les pattes des gens, donner de l'argent, aller voir certains magistrats qui connaissent des gens dans cette boîte-là, donner toujours de l'argent pour pouvoir sortir le certificat de nationalité. J'espère que ceux qui en ont la responsabilité, je pense que c'est le ministère de la Justice qui s'occupe de ce boulot-là, va prendre toutes les dispositions pour que cette histoire de nationalité, le retard dans l'octroi de cette histoire de nationalité soit réglé. Ça, c'est aussi passé. Alors, on va regarder l'état de la nationale numéro 1, la route nationale numéro 1, qui est de plus en plus en difficulté. Dès qu'il y a un petit souci, il y a des accidents pêle-mêle sur la nationale numéro 1, surtout dans la zone de Notien. Dans le Hao. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette zone-là. En 3 jours, la police nationale a publié 2 communiqués successifs sur sa page pour dire aux gens que voilà, il y a une voiture qui s'est renversée ou il y a un accident, la nationale est bloquée et tous les jours c'est pareil. Et ça, c'est totalement impensable pour un pays qui se dit moderne. On va regarder les communiqués de la police togolaise. Donc, voilà, ça c'est il y a 1 jour, mais il y a eu un autre communiqué il y a 3 jours. Il y a eu un communiqué, voilà, ça c'est le premier communiqué. Alerte, trafic routier, circulation bloquée sur la nationale numéro 1 à hauteur de Amato, préfecture de Hao, suite à un accident de la circulation routière entre 3 camions semi-remorques, redoublons de vigilance. Ça c'est le premier communiqué. Alerte, trafic routier, circulation bloquée sur la nationale numéro 1 à hauteur de Amato, préfecture de Hao, suite à un accident de circulation routière entre 3 camions semi-remorques. Redoublons de vigilance. 3 jours après, il y a eu ce nouveau communiqué. Le deuxième communiqué, voilà, hier, il y a eu ce communiqué. Alerte, trafic routier, circulation bloquée sur la nationale numéro 1 à hauteur du parc des Bœufs, à Yéna, près de Pédomé, toujours préfecture de Hao, suite à un accident entre 2 camions semi-remorques. Force de l'ordre à l'œuvre, vigilance sur la route. Voilà un pays qui est indépendant depuis 65 ans. Et que quelqu'un est venu au pouvoir en 2020 et en 2005 et nous a dit je vais vous faire une autoroute de l'espoir. Il n'a pas dit qu'il va faire une route à double voie, il dit qu'il va faire une autoroute. Et vous avez une capitale qui n'est desservie que par des voies assez étroites. Quand on prend la ville de Lomé, elle est desservie par 3 axes ou 4 axes principaux. L'axe qui va vers Vougan, on va voir l'état de cette route tout à l'heure. L'axe qui va vers Anéron, donc c'est la côtière. L'axe qui va vers le nord, donc celle qui est au milieu, et l'axe qui va vers Palimé. Et la route la plus désastreuse, mais celle qui on peut qualifier de l'axe lourd, c'est la route Lomé-Dapaon, parce que c'est elle qui permet au port autonome de Lomé de desservir tous les clients de l'Interland. Et c'est cette route-là qui est la plus catastrophique, la plus accidentogène dans notre pays aujourd'hui. Et donc, dès que vous sortez de Lomé, c'est difficile de traverser à Déticopé jusqu'à Tchévier. La route est totalement exiguë, il y a des go-slow pas possibles, et vous mettez des heures interminables pour traverser Lomé et Tchévier. Alors que Lomé-Tchévier, c'est 25 ou 30 km. Si Faure Gnassingbé était un dirigeant visionnaire, même s'il n'a pas pu rassembler la totalité des fonds pendant les 20 ans pour construire une autoroute, il pouvait faire les routes par séquence. Il pouvait faire les routes par section. On dit, Lomé, à la sortie de Tchévier, on fait une autoroute. Ça peut coûter peut-être 40 milliards. Donc, on débloque les 40 milliards ou les 45 milliards ou les 50 milliards pour d'abord décongestionner la capitale. Permettre aux gens qui viennent de l'intérieur d'avoir facilement accès à la capitale sans trop de tracas sur la route. Ça aussi, on n'a pas été capable de le faire pendant 25 ans ou 20 ans au pouvoir. Ne serait-ce que quand vous allez à Abidjan ou bien vous allez en Côte d'Ivoire,
L'autoroute qui va vers Yamoussoukro a été construite en plusieurs étapes. Ce n'est pas seulement une seule étape. Celle qui va maintenant vers le nord aussi a été construite à plusieurs étapes. L'autoroute qui va d'Accra à Koumassi est en train d'être construite section par section. Chaque président qui vient continue. Parce que là-bas, bon, les présidents, il y a des élections, les présidents partent, d'autres viennent. Chaque président fait section par section. L'autoroute de Bassam, pareil. Chaque président qui vient fait une section, au moins pour que demain, on puisse arriver à terme. Donc, lui, il n'a même pas commencé. Pendant 20 ans, il n'a pas fini les études même pour commencer. Alors que le Togo peut se dégager sur ses propres fonds, 40 ou 50 milliards, pour au moins commencer l'autoroute de Toblekope en sortant de Théviers. Au moins, 40 ou 50 milliards auraient permis de sortir de Théviers. Et donc, de faire en sorte que celui qui vient de la région des plateaux puisse accéder à Lomé facilement et ne pas perdre des heures interminables sur la route. Et donc, c'est cette route-là qui est à la dimension coloniale. Parce que la route Lomé-Dapan n'a jamais été élargie depuis que les colons l'ont laissé. Il y a eu des petits ajustements, mais c'est des routes qui n'ont jamais été élargies. C'est les dimensions tracées par le colon. Depuis que le colon est parti, la dimension de la route est restée telle. Vous avez des ponts qui sont sur cette voie, qui sont encore des ponts allemands, des ponts français. Et donc, aujourd'hui, chaque jour, la police publique a communiqué qu'il y a un accident ici, surtout à Nottier-Agbelouvé, section Nottier-Agbelouvé. Tous les jours, il y a des accidents là-bas. Et c'est sur cette route-là qu'on voulait faire passer l'uranium. Vous voyez ce que je disais? C'est sur cette route-là qu'on voulait faire passer l'uranium. Vous imaginez ce qu'on aurait pu avoir comme conséquence? C'est sur cette route-là sur laquelle il y a des accidents tous les jours. Deux semi-remorques ne peuvent pas se dépasser. Il ne peut pas avoir de dédoublement. Si une voiture est devant, vous faites attention. Une route sur laquelle il y a tous les jours des accidents. Et vous avez des gens, ils ont mis des péages. Les gens sont à la tête des sociétés de péage depuis 10 ans, 15 ans. Ils sont devenus milliardaires. Ceux qui sont à la tête de péage sont devenus multimillionnaires. Et personne ne leur dit absolument rien. La seule chose que la police fait, c'est de publier les communiqués pour dire, attention, il y a accident. Donc, quand il y a accident, la route est bloquée. Ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Vous imaginez les conséquences que cela a sur les usagers. On bloque la route pendant 2 heures, 3 heures parce qu'il y a eu une voiture qui s'est renversée. Et donc, il faut aller chercher une grue pour venir dégager la voiture.